Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 28 décembre et après un week-end riche en rebondissements, le président de région Harry Chalus devrait confirmer cet après-midi que le premier tour de la Coupe Davis de tennis aura bien lieu en Guadeloupe en mars prochain. Le secrétaire d'État au sport a confirmé hier qu'un accord financier avait été trouvé pour faire face aux surcoûts évoqués par Harry Chalus. On fait le point tout de suite avec Éric Pommier. Alors que le nouveau président de région, Harry Chalus, a annoncé sa conférence de presse cet après-midi pour rendre son verdict quant à l'organisation ou pas de la Coupe Davis en Guadeloupe, les médias nationaux depuis hier ont déjà confirmé que le France-Canada du premier tour se disputera bien en Guadeloupe au vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault. Que s'est-il donc passé entre le moment où Harry Chalus a pointé du doigt un investissement trop lourd à supporter par sa collectivité et une confirmation de l'État et de la Fédération française de tennis de ne plus mettre la main à la poche? Selon Victorin Lurel, ancien président de région, interrogé par nos confrères de TF1, la collectivité doit faire face à ce surcoût annoncé. Il y aurait une mise aux normes à faire, plus des aménagements permanents. Si la région Guadeloupe demande à faire sa mise aux normes sur une propriété, qui est donc sa propriété, c'est son affaire, donc elle assume ce surcoût-là. Retournement de situation en tous les cas, puisqu'on annonce que l'État devrait apporter finalement cette fameuse rallonge financière, propos appuyés par le secrétaire d'État Thierry Braillard. Cet après-midi, Harry Chalus, lors de cette très attendue conférence de presse, devrait donner son appréciation de tous ces éléments. Et cette organisation de la Coupe Davis en Guadeloupe fait beaucoup parler d'elle depuis maintenant plusieurs jours. Qu'en pense justement le monde du tennis? Richard Scottamar a rencontré ce matin quelques personnes à la Ligue de tennis de Bas-du-Fort au Gosier. J'ai très peu suivi les détails financiers. Moi, j'ai suivi ça de très loin. Ma réponse à tout ça, c'est que tout est possible. Tout est possible. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Comme je disais, ça va au-delà des frontières du tennis. Et surtout, je pense que, alors je comprends qu'à court terme, c'est un investissement, un gros investissement, avec des gros sacrifices. Mais je pense qu'il faut raisonner aussi à moyen terme, à plus long terme. Je pense surtout si on pense aux jeunes, une réflexion à moyen terme, long terme s'impose. Donc il faut aussi penser en termes de retour et d'impact également dans le futur. C'est oui quand même, et j'espérais vraiment qu'il y ait une issue positive à l'affaire. Voilà, ce qui est arrivé, tant mieux. Après, j'ai envie de dire, ce sont des enjeux qui se jouent au niveau politique, entre les différentes instances. Bon, nous, en tant que passionnés de tennis, c'est vrai qu'on a eu un petit moment de doute. Maintenant, de savoir que ça va être organisé en Guadeloupe, bon, voilà, c'est ce qui compte. Et ce qui est le plus important, c'est que tout le monde s'est mobilisé dans l'intérêt du tennis et dans l'intérêt de la Guadeloupe, parce que c'est vraiment un événement fabuleux pour promouvoir la Guadeloupe, vraiment sur le plan international, parce que c'est vraiment un événement international. Et plus d'informations évidemment dans notre édition ce soir à 19h. On va parler religion maintenant puisque aujourd'hui 28 décembre c'est la Saint-Innocent. Ce jour-là dans la tradition catholique les enfants reçoivent une bénédiction lors d'une messe. C'était le cas ce matin à l'église du Rézé. Le reportage de Patrick Curie. La messe des innocents ou des saints innocents est célébrée depuis le IIe siècle à la mémoire des enfants victimes de la fureur du roi Hérode qui désirait tuer Jésus. À l'église du Saint-Michel du Rézé, de nombreux paroissiens sont venus avec leurs enfants qui, aujourd'hui, avaient le droit de venir avec leurs jouets et même vaquer à leur occupation dans l'église. Quand Jésus est né, il y a des siècles et des siècles, il y a les mages qui ont été rendre visite à l'enfant Jésus. Et bien sûr, ils sont passés par le roi Hérode. Et le roi Hérode leur avait dit, quand vous aurez trouvé l'enfant, revenez me voir pour que moi aussi j'aille aussi le rendre visite. Mais en songe, ils ont appris qu'il ne fallait pas qu'il repasse par Hérode parce que Hérode était un roi méchant. Hérode, voyant que les mages ne sont pas venus le voir, a fait tuer tous les enfants pour premier-né jusqu'à 2 ans, tous les enfants de sexe masculin. À la fin de la messe, les enfants reçoivent la bénédiction et un morceau de pain béni pour qu'ils aient toujours la santé et n'aient jamais faim. La cérémonie, c'est-à-dire le pain, elle nous rappelle Bethléem parce que Bethléem même signifie la maison du pain.
Donc alors, pour toujours donner, pour que les enfants aient toujours la santé, pour que les enfants aient toujours du pain, donc alors, on donne une gâterie, un bout de gâteau, des biscuits ou du pain, parfois aussi on donne du jus. Et l'essentiel, c'est toujours la joie de Noël, et les enfants aiment ça, le partage. Oui, parce que vu que j'ai un petit-fils, donc c'était important pour moi de l'emmener à la messe aujourd'hui. C'est une messe que j'aime beaucoup et c'est pour les enfants qui sont délaissés, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de mère. Ça m'a fait plaisir de venir à cette messe-là. La messe des Innocents reste encore aujourd'hui une célébration respectée par de nombreux chrétiens en Guadeloupe. Et on va parler de tourisme maintenant avec la saison des croisières qui bat son plein. Hier, 2 paquebots ont fait escale à Pointe-à-Pitre. À leur descente, les touristes sont accueillis par de nombreux guides leur proposant diverses excursions. Muriel Barlagne a voulu en savoir plus sur leurs habitudes. Françoise Couchy, transporteur guide, en est à sa 2e saison touristique. Pourtant, elle a déjà pu observer les habitudes des voyageurs en provenance des bateaux de croisière. Ceux qui sortent du port savent ce qu'ils veulent. Une visite guidée à moindre coût. Il y a ceux qui désirent juste aller à la plage et ceux qui sont partants pour une excursion. Ces 2 types de visiteurs intéressent Françoise. Les Italiens, les Espagnols, en général, c'est la plage qui les intéresse, ce n'est pas les excursions. Les Français, les Canadiens et les Anglais sont plus excursions. Et là, en excursion, je propose soit une combinaison la basse terre et la grande terre, ou que la grande terre ou la basse terre. Voilà, tout dépend de ce qu'ils veulent faire. En général, ils ont déjà des informations. S'ils n'ont pas d'informations du tout, je fais une combinaison des 2 territoires. François cherche d'abord à remplir son bus d'une capacité de 30 personnes. Direction la plage de Sainte-Anne pour 7 € aller et retour. La prestation consiste simplement à transférer les passagers qui rempliront leur journée comme bon leur semble avant de revenir en fin d'après-midi. Ce sont ses frères qui feront le trajet. Dans le bus, Isabelle qui vient de Genève. On était à l'office de tourisme et ils nous ont dit que c'était la plus jolie plage de sable blanc, calme, tranquille et pas trop loin aussi. Vous ne vouliez pas faire une excursion aujourd'hui ? Non, en fait on est venu principalement pour la plage et en fait on voulait faire de la plongée aussi. Mais c'était assez loin la réserve Cousteau, donc on a laissé tomber. Une fois ce bus rempli, Françoise commence à former un groupe de 8 personnes pour une excursion. Cette fois, ce sera un détour par la cascade aux écrevisses avant de visiter le sud de la Grande Terre. C'est elle qui conduira le minibus. C'est le transport plus guide, c'est-à-dire j'accompagne mes croisiéristes sur tous les sites naturels en leur expliquant l'histoire de la Guadeloupe, tous les différents sites qu'on va visiter aussi. En général, je privilégie les sites naturels parce que souvent les croisiéristes ne veulent pas, ça ne les intéresse pas de visiter un zoo ou de visiter quelque chose qu'ils doivent débourser. Voilà, ils préfèrent visiter des sites naturels, voir comment les Guadeloupéens vivent, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange. Je les accompagne aussi en visite sur le marché de Sainte-Anne ou le marché de Pointe-à-Pitre, voir les produits locaux, les fruits locaux, tout ce qui est de chez nous. Après de longues négociations, Françoise réussit à réunir ses 8 passagers. Normalement, l'excursion est proposée à 45 € par personne. Ce serait 2 fois moins cher que les tarifs pratiqués sur les bateaux. Et l'un des sites où les touristes se rendent souvent, c'est l'îlet du Gosier. Pour les moins sportifs, une navette permet d'effectuer la traversée en seulement quelques minutes. Aujourd'hui, une seule société est en charge de ce transport. Muriel Barlagne a justement testé cette navette pour vous. C'est l'occasion de passer une belle journée à la plage, de s'évader sans partir trop loin. Pour certains vacanciers, l'îlet du Gosier est incontournable. À chaque fois qu'on vient en Guadeloupe chez mes beaux-parents, on pique-nique à l'îlet Gosier parce que c'est un petit îlet très agréable et c'est devenu une tradition. Donc on y va avec toute la famille et pour y passer la journée. Le concierge sur mon hôtel a dit l'île au Gosier, c'est une très bonne idée pour la plage. C'est Louis-Guy Paquet qui fait le transfert vers l'îlet aujourd'hui. Un trajet court, entre 5 et 8 minutes. Il y a encore un an, cette ligne était partagée par 6 pêcheurs. Depuis, ils se sont regroupés et ont créé leur société. C'est désormais Capalisé qui assure le transport. En novembre, elle a investi dans cette navette qui peut transporter une dizaine de personnes.
Les tarifs sont passés de 3 à 5 euros. Le problème, c'est que la saison a moins bien démarré cette année que les années précédentes. Il y a une baisse de la fréquentation de l'île du Gosier pour deux raisons. Une, parce qu'une grande majorité des touristes sont dirigés vers Sainte-Anne. Donc on nous a dit qu'il y a des animations où on propose langouste à 15 euros, donc ce qui fait que beaucoup de touristes sont emmenés vers Sainte-Anne. Et également le Memorial Act qui détourne énormément de touristes comparé à l'année passée où on avait une plus grande affluence de touristes dans notre zone. Selon Louis Guy, il y a 50 à 100 touristes de moins cette année. En ce moment, ce sont surtout les Guadeloupéens en vacances de Noël qui affluent. L'actualité en bref avec l'ancien otage martiniquais Thierry Doll qui a décidé de porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger, prisonnier d'AQMI en septembre 2010 au Niger alors qu'il était ingénieur pour Areva. Thierry Doll souhaite connaître les conditions de son enlèvement et de sa libération. Le Martiniquais estime que son employeur de l'époque et les autorités françaises n'ont pas suffisamment mesuré les risques encourus par les anciens otages. Politique, les Haïtiens devaient se rendre aux urnes hier pour le second tour des élections présidentielles et législatives, mais il y a une semaine, le Conseil électoral provisoire en Haïti avait décidé de les reporter à une date ultérieure. Patrick Curie est allé demander à la communauté haïtienne installée en Guadeloupe ce qu'elle en pensait. Moïse Jouvenel, candidat soutenu par le parti du président Martelly, est à l'origine d'une nouvelle impasse politique haïtienne. Placé en tête du premier tour de la présidentielle, selon les résultats proclamés par le Conseil électoral, sa victoire semblerait-il programmée par le pouvoir et contestée par la quasi-totalité des autres candidats, en particulier par Jules Célestin, placé second et donc l'adversaire qu'il devait affronter ce dimanche au second tour. Depuis cette proclamation des résultats, de nombreuses manifestations violentes ont eu lieu en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince et dans d'autres villes. Toute l'opposition au pouvoir de l'actuel président Michel Martelly conteste les résultats et dénonce des fraudes massives. Une pression qui a conduit le Conseil électoral à renvoyer le second tour. La diaspora haïtienne installée en Guadeloupe a un avis plutôt mitigé sur la question. Haïti n'a pas fait élection, Martelly n'a pas fait élection, Martelly fait sélection. Parce qu'il sélectionne une série de hommes qui sont des hommes criminels dans le pays d'Haïti. C'est lui pour le gouverner, pour lui créer un groupe Makout encore dans le pays. Comme lui-même, il y a 16 ans, il tenait 4 Makouta. Et le peuple n'a pas tenu d'autre choix, c'est lui-même le peuple a choisi, il mettait comme président. Eh bien, il vient là, il vient violer la constitution du pays. Ils font élection Makout. Les Haïtiens n'ont pas jamais une bonne entente vraiment. Parce que pour l'élection, c'est une élection bien passée. Mais lorsqu'il y a une élection, il y a 54 candidats. Comme on t'a vu, le pourcentage là, vous le distribuez. C'est la tendance là. Il y a un paquet de candidats qui ont tendance à une seule partie qui c'est parti Lavalas là. La partie Lavalas là, on donne même une grosse division. C'est justement l'autre qui sortit l'autre parti, comme il a parlé, il a tout jeté boulette rouge sur le président de la République là. Mais c'est normal. Parce que si c'est le président, Haïti gagne visible sur tout niveau. Mais comme on voulait, même si ils ont dit, ils ont retiré le candidat président, pas de problème. Mais il y a 8 personnes qui disent qu'ils est-ce qu'il y a une élection qu'a fait? C'est 2 personnes. Mais 8 personnes disent bon, pas de problème non. Le problème, ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème haïtien que il y a. Ouais, ça fait tout là. Si le problème haïtien, les gens assoiffés pour voir, c'est là pour faire deal, c'est là pour voler, pour faire toute qualité de la gagne. Pour l'heure, aucune date pour le second tour n'est fixée. Plus que jamais, Haïti s'enfonce dans la crise électorale. La terre a tremblé très tôt ce matin en Martinique. Un séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré vers 3h du matin au large de Bellefontaine. Il s'agit d'un tremblement de terre d'origine tectonique mais qui a été très faiblement ressenti. La Martinique qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous nous rendons ce midi à Saint-Kitts-et-Nevis, à Trinidad et Tobago, mais aussi en Amérique du Sud où plusieurs pays ont connu d'importantes inondations la semaine dernière. Voici la Minute Caraïbe.
Amérique du Sud, importantes inondations. Au Paraguay, en Uruguay, en Argentine et dans le sud du Brésil, près de 170 000 personnes ont été évacuées cette semaine en raison d'importantes inondations. Ces inondations sont la conséquence du retour d'El Niño, un phénomène météorologique qui revient tous les 3 à 7 ans. Il est marqué par une accumulation d'eau chaude le long des côtes de l'Équateur et du Pérou et d'un renversement des alizés du Pacifique qui entraîne plusieurs mois durant d'importants bouleversements météorologiques à l'échelle mondiale. Généralement, El Niño naît au retour des beaux jours et s'amplifie jusqu'à un paroxysme qui intervient vers la fin décembre. D'où le nom dont les pêcheurs d'Amérique centrale l'ont affublé, l'enfant, en référence à la nativité. En cette période d'été dans l'hémisphère sud, El Niño inonde la partie méridionale de l'Amérique du Sud, réchauffe l'Asie du Sud et assèche le Brésil, l'Australie, l'archipel indonésien ou le Pacifique Sud. Trinité et Tobago, le gouverneur de la Banque centrale congédié. Le gouverneur Jvala Rambaran a été congédié après l'annonce qu'il a faite sur l'état de récession de la République de Trinidad et Tobago et après qu'il ait divulgué les noms des entreprises qui sont les plus gros acheteurs de change. L'ancien gouverneur de la banque, Alvin Hilaire, a été nommé pour le remplacer. Jvala Rambaran était renvoyé chez lui sur recommandation du Conseil des ministres, a déclaré le ministre des Finances, Colm Imbert. La présidente par intérim, Christine Kangaloo, a signé le licenciement en l'absence du président Anthony Carmona, qui est à l'étranger. L'ancienne Premier ministre Kamla Persad-Bissessar, qui a nommé Jvala Rambaran il y a 3 ans, a déclaré « Je suis choquée, mais pas surpris par la décision du gouvernement de Trinité et Tobago ». Elle a accusé le gouvernement de provocation policière, rappelant que la loi permet à la Banque centrale de faire des divulgations publiques par tout moyen jugé approprié lorsqu'elles sont dans l'intérêt du système financier de la République, des déposants ou des clients. St. Kitts et Nevis, United Airlines a effectué son vol inaugural à St. Kitts et Nevis à partir de l'aéroport international Liberty de Newark dans le New Jersey le week-end dernier avec environ 150 passagers. Un Boeing 737-800 de United Airlines est prévu tous les samedis pour un vol direct. Les représentants du gouvernement, notamment le Premier ministre Dr Timothy Harris et le ministre du Tourisme Lindsey Grant, étaient présents pour accueillir le vol inaugural. Ils ont déclaré que St. Kitts et Nevis se dirigeait vers un tourisme haut de gamme et qu'il était très important qu'il y ait de nombreux passagers de première classe sur le vol United Airlines. Le représentant de United Airlines, Darrell Scott, a déclaré pour sa part que les vols à partir de St. Kitts sont des correspondances pratiques pour diverses destinations à travers les États-Unis, y compris Washington DC, Boston et Chicago. Il a ajouté que St. Kitts constitue un élément stratégique pour le développement du réseau Caraïbes de United vers 19 destinations. Retour en Guadeloupe, on va parler d'une fête qui était célébrée hier après-midi à Bois-Ripaud, aux Abîmes, le Kwanzaa, créé en 1966 par un activiste afro-américain. Cette fête a pour but de promouvoir et affirmer les liens entre les Noirs d'Amérique et d'Afrique. Une fête célébrée partout où la diaspora africaine est installée. Le reportage de Muriel Barlagne. Cette année, pour célébrer le Kwanzaa, la division guadeloupéenne d'Afrocentricity International a choisi de faire découvrir un jeu de société d'origine africaine, le Wari. C'est un jeu de société typiquement africain, basé sur les semailles et la récolte, et un certain nombre de règles complexes qui reposent sur les mathématiques et qui a derrière une longue philosophie puisque c'est un jeu millénaire. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de s'approprier les règles et ensuite de jouer et pourquoi pas de repartir avec un jeu et de jouer à la maison. Patrick et Alain ont découvert ce jeu aujourd'hui. C'est l'ancêtre des échecs. On gagne les territoires en fonction du nombre de pions qu'on a. On peut avoir des stratégies pour avancer plus. Ou si on calcule mal, on perd. Et voilà, donc en fait ça c'est africain depuis des lustres, depuis des générations. Et on voit très bien que c'est vraiment stratégique. Remettre ça au goût du jour permet de savoir que nous avons aussi des traditions, nous avons l'habitude de réfléchir. Et en fait on sait calculer. Bon, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu jouer à des jeux comme ça avec des gens que je ne connais pas, des jeux familiaux entre guillemets en fait. Hein. Mais il y a beaucoup de stratégie quand même là-dedans, hein, parce que quand même il y a des gains de territoire, c'est quand même pas seulement ludique.
Le Kwanzaa serait fêté par 40 millions d'Africains dans le monde. Une semaine pour renouer avec les racines africaines. Le Kwanzaa, c'est justement une fête panafricaine qui a été créée en 1966 aux États-Unis par Maulana Karenga. Et l'idée, c'est que nous, justement, les Africains, en particulier de la diaspora, mais aussi du continent, nous souffrons d'une crise de valeurs. Nous avons subi le choc du colonialisme, le choc de l'esclavage, de la déportation, le choc du déracinement, le choc du colonialisme, comme je l'ai dit, du néocolonialisme. Et tout ceci fait que souvent nous sommes sans repère. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Et donc, il est facile de nous manipuler et de nous faire des choses qui vont contre nos intérêts. Donc, Karenga a créé cette fête qui s'articule autour de 7 principes fondamentaux et qui se fait donc du 26 décembre au 1er janvier. Chaque jour, un principe du Kwanzaa est célébré. Amama Zama, fondatrice d'Afrocentricity International, est venue présenter le second, Kushi-Jagulia, l'autodétermination. Il s'agit de la capacité pour les descendants d'Africains de se prendre en charge en prenant des décisions qui reflètent leurs valeurs et leur histoire, de se libérer de la domination européenne. Avant de vous laisser, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour cet après-midi. Le temps sera mitigé avec, comme ce matin, une alternance d'éclaircies et d'averses sur l'ensemble du département. Les températures cet après-midi seront comprises entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de Petits secrets entre voisins et puis d'un téléfilm cet après-midi, La magie des mots. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.